Est-ce que toutes nos procédures endodontiques doivent être evidence-based? C'est ce que je vous propose d'aborder cette semaine dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Récemment, au cours d'une discussion sur un réseau social, un praticien essayait d'en convaincre un autre de l'intérêt d'une nouvelle procédure. La discussion s'est terminée lorsque le second l'a mis patte, pour reprendre un terme d'échec, lui disant « ton truc n'est pas evidence-based ». Ces discussions étaient intéressantes car la procédure en question est utilisée depuis de nombreuses années par de nombreux praticiens et semble donner des résultats pas plus mauvais que pour les autres techniques ou les autres approches thérapeutiques. Pourtant, aucune étude clinique n'a jamais évalué l'intérêt de cette procédure. Et en l'absence de données cliniques et scientifiques, aucune publication n'est possible et donc cette procédure ne sera jamais evidence-based. En endodontie, il y a une période où l'evidence-based était le fil conducteur des conférences. On assistait alors à des revues ou des synthèses de littérature sur un sujet par un expert dans le domaine qui, publication à l'appui, nous fondé de sa réflexion. Pourtant, lorsque l'on connaît le sujet abordé, il apparaissait très vite et de façon évidente que la sélection de la littérature était orientée et que de nombreuses références n'étaient pas mentionnées. Probablement d'ailleurs parce que les conclusions n'allaient pas dans le sens de ce que voulait démontrer l'orateur. Alors, quel crédit apporter à une conclusion annoncée comme evidence-based, mais qui à l'évidence ne l'est pas forcément? Le conférencier est-il pour autant malhonnête? En fait, non. Et il fait bien de l'evidence-based, car dans sa sélection, il associe son expérience personnelle. La littérature fait partie intégrante de l'evidence-based medicine. Mais elle n'est pas la seule. La définition fournie par le Centre pour l'Evidence-Based Dentistry de l'American Dental Association est assez explicite. Le BD, puisque c'est son acronyme, intègre l'expertise clinique des cliniciens, les attentes et les souhaits du patient et bien entendu les preuves scientifiques et cliniques publiées. Les preuves scientifiques sont quant à elles classées en fonction de leur puissance. Il est évident qu'un rapport de cas clinique n'a pas la même puissance scientifique qu'un essai randomisé en double aveugle multicentrique. C'est ce qui est représenté sur cette pyramide. Il existe également la classification d'Oxford qui permet de graduer la puissance d'un article. C'est d'ailleurs cette classification qui est utilisée dans le journal Club d'Endo Academy que je vous invite à rejoindre si vous vous intéressez à la littérature endodontique. Si ces données sont intéressantes, elles ne suffisent pas pour valider à elles seules un principe thérapeutique. De la même façon que la seule expérience clinique d'une personne ne suffit pas pour considérer et valider une technique opératoire. Alors, qu'est-ce qui est evidence-based en endodontie? Si l'on ne prend en considération que la littérature des validations par des études de forte puissance, eh bien rien en endodontie ne peut être considéré comme evidence-based. Par contre, si l'on y ajoute l'expérience clinique du praticien, les choses sont alors différentes. L'intérêt de l'hypochlorite de sodium pour la désinfection, l'obturation tridimensionnelle, la nécessité de préparer un canal pour le mettre en forme, etc., sont des points dorénavant validés par tous. Néanmoins, la concentration de la solution, la technique de compaction de gutta-perca, voire même son intérêt, ou encore le choix de la conicité de mise en forme, sont autant de facteurs qui n'ont jamais été démontrés comme des éléments clés et non discutables pour influencer le pronostic à long terme. En fonction de notre propre formation en endodontie, nous sommes convaincus de l'intérêt de telle ou telle technique, ou encore de tel ou tel instrument pour y parvenir. Les études cliniques sont pauvres car elles sont très difficiles à mettre en œuvre et surtout elles coûtent très cher. Et je parle en connaissance de cause. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer un pronostic et un résultat que la conception des études est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et je doute même qu'elle ne soit possible pour valider l'intérêt d'une lime par rapport à une autre par exemple. Alors, que peut-on conclure de tout ça? Eh bien, tout simplement que la littérature est importante, mais qu'elle ne suffit pas pour considérer une technique opératoire comme recevable. Parallèlement, il est important également de considérer que sa propre et seule expérience ne suffisent pas pour valider quoi que ce soit. Nous avons tous entendu de nos pères le fameux « je fais ça depuis 20 ans et je n'ai jamais eu de problème ». Ma propre expérience de 24 ans aujourd'hui, au moment où je vous parle, pourrait donc me conforter dans mes choix au quotidien et me laisser aller à la facilité, considérant que le Graal est atteint et qu'il ne me reste qu'à reproduire des gestes acquis pour les 25 ans à venir. Pourtant, cette expérience, plutôt que de me tranquilliser, m'oblige à me remettre en question. Car au final, en médecine, rien n'est acquis. Et c'est bien heureux.
À très bientôt.